tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et aujourd'hui on vous propose une émission axée sur l'environnement avec une découverte. La découverte de Corsicaire, c'est la mission de préservation du patrimoine marin. Elle est portée par l'asso Marée Vive. Elle est lauréate du projet Pour ma planète, une récompense qui a été remise par Nicolas Hulot et c'est Pierre-Ange Giudicelli et Océane Couturier qui nous présenteront cette belle mission environnementale. Bonjour à vous. Bonjour. Davia, alerte pollution atmosphérique, agricole ou alors aux hydrocarbures, vous allez tirer la sonnette d'alarme. Tout à fait, et on sera éclairé donc par le regard de nos invités aujourd'hui. À suivre, Marine, notre chroniqueuse de l'université, va nous dresser le profil des différents étudiants en partiel. Alors il y a ceux qui stressent, il y a ceux qui sont détendus. Oui, la semaine dernière, ça m'a un peu inspiré mes examens, voilà. Vous, ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Vous étiez détendu? Très bien. Bon, ça marche. Enfin, à 13h, comment préparer son potager pour l'été, qu'on ait ou pas un jardin? Réponse avec Alexandra Pérez. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou nous écrire sur Facebook. Vous veillez. Si tout le monde est prêt, voilà pour le sommaire, on peut démarrer notre première partie d'INSEM. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci de vous être libérés. Je ne sais pas si vous étiez en partiel. Non. C'était terminé depuis maintenant 2 semaines. Alors vous êtes tous étudiants, on va faire les présentations. À côté de moi, Océane Couturier. Vous êtes bénévole au sein de l'association, vous êtes étudiante en master. Oui, en master gestion du littoral et des écosystèmes à Corté. D'accord. Où j'étudie la biologie marine, le milieu marin. D'accord. Vous êtes accompagné de Pierre-Ange Giudicelli, vous êtes le président, fondateur et organisateur de la mission, cofondateur Corsicaire. Alors, vous êtes étudiant vous aussi? Oui, qu'est-ce que vous faites? Je fais une formation pour être professeur des écoles en Corse. D'accord. Et vous êtes venu accompagné de Martin Viola et Bruno Serre. Bonjour à vous, ils sont dans le public. Ils sont également bénévoles et membres de l'association et étudiants. Alors, on va découvrir ce que c'est cette mission Corsicaire, si vous êtes d'accord. C'est une initiative qui est portée par l'association Marée Vive, qui vient d'être primée par Nicolas Hulot. Félicitations. C'est gentil, merci. C'était quand? C'était la semaine dernière? C'était le 31 mai, là. Donc, on revient d'un aller-retour à Paris pour recevoir le prix décerné par Nicolas Hulot. Et vous nous faites partager ça en plateau. Alors le principe de cet assaut, rapidement, c'est de l'éco-volontariat. Qu'est-ce que ça signifie? Alors l'éco-volontariat, c'est plus globalement les sciences participatives, c'est-à-dire qu'on part du principe que les considérations sur le milieu marin, sur l'environnement, les préoccupations concernent tous les citoyens. Et à partir de là, on n'a pas forcément besoin d'être un scientifique pour mener des actions et pour s'investir même dans la collecte de données sur le milieu marin. Donc nous, on a rejoint plusieurs programmes de sciences participatives et avec plusieurs niveaux, on va dire, de complexité scientifique. Et on mène... La complexité scientifique, c'est Océane? Oui, c'est ça. D'accord. C'est sa partie. Donc on a plusieurs niveaux de complexité. On travaille directement avec des laboratoires scientifiques, enfin, des organismes de recherche ou des associations environnementales qui font à la fois de la sensibilisation et à la fois de la collecte de données pour améliorer le suivi des différentes problématiques, des différents enjeux environnementaux en Méditerranée. D'accord. Alors, lauréat du prix Mon projet pour ma planète, c'était quoi? C'était un concours? Oui, alors c'était un concours, tout à fait. Il a été lancé à l'échelle nationale, donc aussi les territoires d'outre-mer. Vous êtes beau. Oui, alors juste à ma droite, donc à ma gauche, c'est Anthony Louis Fouzet, là, donc cofondateur de l'association, et à ma droite, c'est Christophe Aubel, qui est le directeur de l'Agence française pour la biodiversité, qui est l'institution qui finance dans cet appel à projets les projets qui relèvent de la catégorie biodiversité. Parce qu'il y avait plusieurs catégories, une catégorie énergie, une catégorie économie circulaire et une catégorie biodiversité. Combien de participants au total? Il y a eu 1200 projets, voilà. Ah oui. Donc il y a eu un premier jury d'experts, on va dire, qui a sélectionné 420 projets. C'était une éligibilité par rapport à la viabilité du projet, par rapport au budget, etc. Et ensuite, les projets qui ont été retenus par ce jury d'experts ont été soumis à l'approbation et au vote des citoyens via une plateforme sur Internet. Et sur cette plateforme, on a réussi à placer l'association et le projet en 5e place de notre catégorie, donc sur les 44 projets lauréats. Donc on est très très fiers parce qu'en face, évidemment, c'était des associations qui étaient beaucoup plus importantes, des projets qui étaient déjà établis depuis X années. Et on était aussi très fiers de représenter la Corse parce qu'on était le seul projet qui est arrivé à ce niveau-là. Et donc très fiers aussi pour ça.
Une fois de plus, félicitations. Alors, on va revenir, si vous êtes d'accord, sur l'association. Marie-Vie, c'est donc porté par un collectif d'étudiants. Comment vous avez eu l'idée au départ de créer cette association? Alors, ça s'est créé, on va dire, assez spontanément, enfin de façon évolutive. Au début, on était tout simplement une bande de copains étudiants à vouloir agir en fait pour l'environnement. On était assez sensibilisés aux enjeux, mais on n'était pas encore tout à fait au fait de beaucoup de choses, vraiment au niveau scientifique surtout, parce qu'on n'était pas forcément des scientifiques à la base. Hein. On avait vraiment des formations très diverses, très variées, et on avait simplement envie de faire quelque chose. On est parti, on a conçu un projet, on est parti, on est parti du défi de contacter des scientifiques pour voir si ils pouvaient être intéressés par des collectes de données faites par des étudiants qui ne sont pas forcément des spécialistes. Et le challenge a été relevé puisque effectivement on s'est rendu compte que ces données intéressaient beaucoup les scientifiques et ils pouvaient tout simplement pas être déployés partout sur le terrain et que la science participative a vraiment beaucoup d'avenir, on va dire, pour le suivi des écosystèmes en général, mais voilà. Alors, c'était une évidence pour vous. Elle est née il n'y a pas beaucoup de temps, cette association. Ouais, 2 ans seulement. Elle est toute jeune, et pourtant vous n'avez pas chômé. Hein. Vous avez fait énormément de choses en l'espace de 2 ans. Moi, j'ai envie qu'on parle des différentes actions que vous avez mises en place, parce qu'elles sont quand même assez nombreuses. On parlera un peu plus tard du challenge, mais sinon, au quotidien, ce que vous faites. Il n'y a pas si longtemps, ce week-end d'ailleurs, vous étiez sur les plages. Oui, ce week-end, on était du côté de Bonifacio à Piantaré, là où on a participé à une récolte de déchets sur la plage, sur les routes. Donc avec l'association du Flocon à la Vague qui nous a accueillis donc dans le sud pour un peu nous laisser exprimer notre message auprès des participants, auprès des bénévoles, des gens, des adultes, des parents qui accompagnent aussi leurs enfants, qui sont de plus en plus mobilisés et qui sont en général plus sensibilisés que leurs parents eux-mêmes. Donc on se voit, on est assez surpris par les enfants qui savent déjà avant 10 ans comment trier, comment recycler, tandis que leurs parents n'ont sont pas encore au top, on va dire. Donc ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les actions auprès du grand public. On n'a pas besoin d'être un scientifique pour mener aussi au quotidien des actions plus concrètes. Et puis il y a les défis, les challenges. Là, c'est assez exceptionnel ce que vous avez fait. Effectivement, on est parti d'une embarcation qui est assez particulière puisque c'est un kayak mais qui est en fait transformable en trimaran avec une voile mais qui avance avec des pédales. Ouh là là. Donc tout de suite quand on nous voit arriver avec ça sur les plages. Donc expérimental. Ouais, c'est un aspect un peu expérimental, voilà. En fait, c'est très pratique pour les missions qu'on mène puisque ça permet de faire du cabotage en fait. Pas forcément besoin d'aller au large puisque c'est tout simplement en général aux abords du littoral qu'il y a le plus de pollution. Comme vraiment l'axe majeur de notre mission, c'est la thématique des déchets marins. Donc il n'y a pas besoin d'être vraiment au large. Et ça permet d'être près du rivage, de faire un maximum de rencontres pour le grand public. Voilà. Donc un kayak trimaran à pédales. Et on fait le tour de Corse. C'est délirant. Et l'idée, c'est de faire le tour de Corse. Voilà. Donc évidemment, il y a un côté sportif, quoi. Oui, je pense que tout le monde ne peut pas. C'est en relais. Aussi, comment ça se passe une fois que vous êtes à bord? Ouais, on se relaie, on fonctionne vraiment comme une équipe. Chacun dans l'équipe a son rôle pour faire fonctionner un peu tout, parce que forcément on mène de front à la fois la pédagogie, à la fois la logistique, à la fois les missions scientifiques. Donc forcément, ça nécessite beaucoup d'actions et beaucoup d'organisation. Il faut quand même être un peu sportif à la base. Oui, ça parce que c'est pas accessible, évidemment. Alors l'idée, récolter des données scientifiques, en même temps relever des challenges et faire parler de soi. C'est un peu l'idée de cette association et de cette mission Corsicaire. C'est vraiment ce que vous essayez de faire au quotidien. Faire parler de soi, c'est pas tellement pour une notoriété pure et simple, c'est simplement qu'on veut constituer un levier de sensibilisation nouveau qui permet de toucher des gens qui n'ont rien à voir avec l'environnement à la base, qui sont pas du tout sensibles particulièrement aux questions environnementales. Et le fait d'associer des collectes scientifiques, de la vulgarisation scientifique, de la pédagogie avec l'aspect sportif, le côté aventure, c'est un vecteur de conscientisation qui est fabuleux en fait. Donc on touche beaucoup de gens avec aussi la portée esthétique des images, le documentaire. Cet été, on va aussi être suivi par Thalassa, ils font un gros sujet sur nous. Donc ça va permettre... Avec Jean-Baptiste, donc il va filmer la mission.
Exactement, Jean-Baptiste Andréagne, qui est le réalisateur, qui va être le réalisateur pour le documentaire 2019 et qui va aussi fournir les images pour Thalassa, en plus de celles que leurs équipes tourneront, bien sûr, cet été. D'accord, voilà. Donc on l'a bien compris, récolter des données scientifiques et en même temps relever des challenges et être visible. C'est peut-être comme ça qu'on va essayer d'éveiller les consciences. Et justement, éveiller les consciences, c'est ce que va tenter de faire Dave avec la chronique à venir. Vous nous proposez un petit tour d'horizon de la pollution et on commence avec le glyphosate qui fait beaucoup parler de lui. Alors, tout à fait. Alors, Océane, déjà bravo, hein, vous préservez les mers et les océans. Votre prénom est assez raccord, donc déjà bravo pour cette originalité. Et alors, le glyphosate, est-ce que vous êtes déçu par le fait que la loi n'ait pas été votée, que le glyphosate ne soit pas interdit aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'on le sait, on lit partout, on essaye de prendre nos connaissances un peu où on le peut et on le voit que c'est problématique, qu'on n'est pas obligé d'utiliser le glyphosate pour s'en sortir, qu'on n'est pas obligé d'utiliser ces substances pour avoir une production qui va être viable, qui va être suffisamment abondante pour alimenter une grande partie de la population. Donc, c'est vrai que c'est assez décevant quand on connaît les positions des politiques qui reviennent un peu sur leurs décisions. Donc à voir, à suivre en fait. On va voir ce qui va en parlera en 2020 de cette loi autour. Va-t-il encore être là pour voter Bien compliqué. Du glyphosate. On en a beaucoup parlé des cyanobactéries, des lacs, des barrages sont contaminés. Alors ma première question est, que sont ces cyanobactéries? Est-ce que le littoral corse peut également être impacté? Alors les cyanobactéries, ce sont des micro-organismes qui vont proliférer quand la qualité de l'eau va se détériorer, entre guillemets, quand il y aura beaucoup de matière organique. On peut par exemple mettre en parallèle les stations d'épuration qui vont être défectueuses et ce qu'on appelle les blooms. En fait, c'est une prolifération massive et très rapide de ces micro-organismes qui vont généralement relarguer des toxines qui vont impacter qui vont nous impacter directement. C'est pour ça qu'il va y avoir des arrêtés préfectoraux, tout à fait, oui, pour empêcher la baignade, non pas pour interdire. Enfin, ça va pas être pour embêter le public d'aller se baigner, mais plutôt pour leur dire attention, on a ces organismes qui vont être dangereux, qui vont entraîner des maladies de peau, des maladies intestinales ou des maladies cérébrales. Donc c'est vraiment problématique. En Corse, on a eu quelques cas de bloom de cyanobactéries. Après, il faut dire que les eaux de la Corse sont en général très bonnes. On a une qualité d'eau exceptionnelle. En témoigne, par exemple, toute la posidonie qu'on retrouve autour du littoral corse. Donc cette plante à fleurs est vraiment là pour témoigner de la qualité de l'eau exceptionnelle de la Corse, qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur le continent. Par exemple, au niveau de Marseille, où vous avez les émissaires qui ne fonctionnent pas très bien, en général qui ne fonctionnent pas très bien et qui donc sont source de problèmes relatifs à la contamination des eaux. Alors, vous êtes des experts en environnement. On parle beaucoup de ces bateaux de croisière que l'on voit dans le port d'Ajaccio. Alors, la Corse se réjouit de ces nombreux touristes qui vont venir dépenser leur argent dans nos rues. C'est une bonne chose. Mais, à contrario, d'autres villes du continent, comme Marseille ou Bordeaux, s'inquiètent de la pollution de l'air à cause de ces bateaux de croisière. D'ailleurs, l'agence Nouvelle-Aquitaine, l'agence qui est chargée de surveiller la qualité de l'air, a décidé de mesurer l'air pour estimer un petit peu les conséquences de ces bateaux de croisière qui ne coupent pas leur moteur lorsqu'ils sont dans le port. Est-ce que, selon vous, la Corse doit continuer à accueillir ces bateaux de croisière ou faut-il des aménagements? Alors, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve, dans la communication liée à ce développement touristique. C'est qu'on arrive à développer l'idée qu'on va faire prendre l'air frais aux touristes sur des bateaux qui en fait dégagent des particules d'une puissance toxique folle, quoi. C'est-à-dire qu'un bateau de croisière peut dégager, je crois, jusqu'à l'équivalent d'1 million de voitures
en un jour, donc c'est assez paradoxal et c'est effectivement assez dangereux de vouloir développer un tourisme de masse qui s'appuierait sur l'accueil des bateaux de croisière dans les ports, quoi. Donc effectivement, ça a déjà posé des problèmes, par exemple à Majorque. Il y a eu un documentaire qui est sorti sur Arte en 2018 qui s'intitulait « La Méditerranée va-t-elle passer l'été ?» et qui mettait bien en lumière ces enjeux liés justement au développement de ce qu'on appelle le tourisme, qu'on appelle ça le tourisme bleu maintenant. Ouais, le tourisme bleu qui est justement qui s'appuie sur la flotte, un développement des flottes de croisière à travers la Méditerranée. Et ça pose aussi... Ouais. Après, je voudrais rajouter, c'est vrai que ça pose un problème dans la qualité de l'air, mais ça pose aussi un problème au niveau de l'urbanisation, parce que les bateaux sont de plus en plus grands, donc ça nécessite une amélioration des infrastructures, donc une urbanisation encore plus prononcée sur le littoral. Ça entraîne un dérangement des cétacés. Hein. On voit régulièrement des baleines ou des dauphins qui rentrent en collision avec ces gros navires. Donc ça pose une question quant au développement encore plus important, notamment en Méditerranée. Donc vous êtes quand même assez mitigé sur l'accueil de ces bateaux, de ces monstres des mers. C'est-à-dire qu'on n'est pas opposé au développement d'un territoire, mais à un moment donné, il faut que ce développement il serve réellement les intérêts, on va dire, de la population et pas les intérêts des grands groupes qui se font un maximum d'argent en organisant des croisières comme ça autour de la Méditerranée, quoi. Oui, il y a énormément d'impacts. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte forcément des impacts que peuvent causer les bateaux, le développement du trafic maritime. Donc, lorsqu'il n'est pas particulièrement indispensable pour le développement des territoires, il vaut mieux peut-être trouver d'autres solutions. Et une dernière question, hyper rapidement, Célia. Les sacs en plastique ont longtemps été les ennemis des écolos, de l'environnement et des mers. Aujourd'hui, on ne pointe plus du doigt ces sacs en plastique, puisque de plus en plus, ils sont interdits dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, ce sont les pailles en plastique qui polluent les mers et les océans. D'ailleurs, l'Europe se penche sur cette question d'interdiction des pailles en plastique, parce que les premières victimes, ce sont les animaux marins, notamment les tortues. Est-ce que même autour de la Corse, vous envoyez, vous, des pailles dans les mers? Alors, ce qu'on voit surtout, des pailles, oui, et surtout, en fait, des cotons-tiges. Les cotons-tiges, puisque certains jettent ces cotons-tiges dans les WC, si vous voulez, et ça ne va pas être trié, ça ne va pas être enlevé de la circulation de l'eau par les stations d'épuration. Donc ils vont partir au niveau des émissaires et se retrouver sur la plage. L'année dernière, on a récolté un immense sac rempli de bâtons de coton-tige, pardon. Et la semaine dernière, là, à Bonifacio, j'ai dû en trouver peut-être en 10 minutes au moins 15 ou 20. Mais vraiment tous les uns sur les autres. D'accord. Incroyable. Merci. En tout cas, il y a une alternative au coton-tige, puisqu'il existe des cotons-tiges biodégradables. Et vous avez testé pour nous. Et je n'ai pas encore testé, mais je vais bien le faire. Je vous donnerai des nouvelles. Alors moi, j'ai envie qu'on se tourne vers Bruno et Martin, si vous êtes d'accord. Parmi tous les sujets que Davia vient d'évoquer, qui pouvaient éventuellement éveiller les consciences, vous, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de rejoindre l'association? Et pensez à prendre votre micro, sinon ça va être compliqué. Alors moi, j'étais étudiant à l'université de Corté, donc depuis toujours, donc j'ai toujours suivi un cursus tourné vers l'environnement. Par exemple, j'ai fait un DUT génie bio option environnement avant donc de faire cette licence pro. Et donc, ce qui se passe, c'est que le sujet qui vous énerve. Oui, non, en fait, mais moi, je suis corse et fier de l'être. Et ce qu'il y a, c'est que pour moi, je veux être acteur justement pour l'environnement. Et je me dis, voilà, je peux être parfaitement impliqué dans cette association qui est en pleine ascension. Je trouve ça formidable. Et du coup, je me dis, quand j'ai entendu parler de Corsicaire, j'ai contacté Pierre-Ange qui m'a dit, vas-y. Puis du coup, maintenant, je suis comme un poisson dans l'eau. Voilà. Vous êtes combien dans l'asso aujourd'hui? Là, on n'a pas encore lancé de campagne d'adhésion massif. On est resté une sorte de groupe nucléaire opérationnel. Et on est une vingtaine pour l'instant, mais on a vocation vraiment ensuite à ouvrir les adhésions et à constituer, on va dire, une sorte de groupe de discussion et d'échange. Ouais. Bruno, vous, c'est quoi l'élément qui vous a donné envie de rejoindre l'association? Est-ce que c'est un
des fléaux environnementaux dont vient de nous parler Dave, ou c'est autre chose? Moi, je viens pas d'un cursus très lié à l'environnement, mais bon, on est en Corse, forcément, on se sent responsable de notre terre. Donc bon, quand on voit un peu les fléaux qui la touchent, on ressent le besoin de la protéger. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être dans un cursus scientifique Exactement. Pour se sentir concerné. Alors ça suffit, les cotons-tiges. Merci. Célia, je vous ai dit de vous mettre au bio. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, comment vous les faites œuvrer justement les non-scientifiques au sein de l'association? On l'a bien compris, on ramasse les déchets, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Écoutez, j'ai envie de dire, ça a été même notre force au départ, parce que moi-même, je n'étais pas un scientifique dans le domaine environnemental, donc c'est vraiment de montrer que on n'est pas forcément un scientifique pour agir, quoi. Donc effectivement, on apprend beaucoup de choses avec les sciences participatives. Donc ça a deux vertus, à la fois de collecter des données et en même temps de soi-même se former à la découverte de la nature, à l'apprentissage et après à donner envie de retransmettre ça aux autres, quoi. Alors si toutefois on a envie de rejoindre l'association, ce sera bientôt possible? Oui. C'est possible. Allez, alors un point commun, en tout cas entre vous tous, c'est que vous êtes étudiants et que les partiels, c'était il n'y a pas très très longtemps. Donc ce que va faire Marine, c'est qu'elle va justement nous dresser les différents profils des étudiants. On va voir si vous allez vous reconnaître dans ce qu'elle va nous dresser. Et on en parle juste après son jingle, s'il vous plaît. Vous étiez détendu. Oui, moi ça allait toujours, il faut pas stresser. Voilà. Allora, settimana scorsa giù passato i pro e all'università e poi c'è di nuovo bachelier che si avvicina. Allora tutta sta attualità m'ha ispirato appena sa cronaca e oggi vi volevo parlare di tutti i comportamenti di studenti di Peta Lasamini. Allora, prima c'è un studente appena accanito che si sveglia tutti i giorni a 6 ore di mani per imparare, palleggia i soccorsi e tutto. Bon, e io già dire francamente, questo studente, non l'ho mai incontro, ho fatto descritto in passes, en médecine, à Corté. C'est une légende, non, pas du tout. C'est bien dire Rabusi. Ecco, vado dire un c'è mica. Allora, dopo c'è la persona che stressa e che di colpo faccia stressare anche l'altro. E qui, c'è Matteo Di Meglio, il nostro chroniqueur. C'è così, Matteo, qu'on embrasse. Stressa tutti i giorni in corridori. Il avait l'air plutôt détendu avant d'y aller. Non, celui qui est détendu, c'est vraiment JB. Alors, avec lui, on stressa manca appena. E allora c'è una categoria anche superiore di persone con stressa manca appena e già persone appena sconosciute, non l'abbiamo mai visto, mai... E vieni qui e scopri appena tutto un giorno e sbarca appena in modo turisto. E allora si impippa completamente perché sa che andrà a irricciare per la vin di la nata. E dopo c'è la persona che mangia. Non so mica per chi, e sorti una bottiglia, un primo biscotto, un secondo, un terzo, e mangia, non so mica, forse sarà l'ultima volta di gasolita. E sarà forse per darsi appena di coraggio. Dopo c'è la persona che adopera una strategia di procrastinazione. Allora è vero, siamo tutti appena così, ci diciamo, vabbè, du tempo, o farà du domani. È vero? Bon. E infine c'è la persona che giunge in ritardo a mattina di l'esame perché si è preso una sbornia a zero. Non, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas così. Merci beaucoup. Alors, vous êtes reconnu dans les différents profils d'étudiants en examen? Le détendu? Peut-être pas le dernier, on va peut-être pas abuser. Mais ouais, procrastination, je pense qu'on a tous un petit peu de ça en nous, forcément. Oui. Sûr, moi je suis plutôt l'étudiante qui révise tout le temps et qui stresse les autres parce qu'on me demande souvent alors tu connais ça, je dis toujours si vous voulez pas stresser, c'est pas moi qu'il faut demander. Du coup on se met à manger, c'est pas une bonne idée. Allez, on va essayer de se détendre pour finir l'émission tranquillement. Océane, Pierre-Ange, on va rappeler l'asso Marée Vive qui a mis en place la mission Corsicaire, qui a été lauréate du prix Mon Projet pour ma planète, qui a été remis par Nicolas Hulot. L'idée, si on décompose phonétiquement, on entend prendre soin de la mer Méditerranée? En Corse, Corsica aussi. Et oui, c'est un petit jeu de mots, grosse session de brainstorming pour trouver le nom. Mais c'est très bien. Je trouve que c'est très réussi. Comme on a vocation à durer, il faut quelque chose de percutant. Et on est déjà rejoint par d'autres. En fait, on veut être une sorte de boîte, d'incubateur de projets. Et on est déjà rejoint par d'autres projets qui... On a déjà le pied à l'étrier pour 2019 et être à Lille. Et la suite, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Allez, l'émission est bientôt terminée. Si on devait faire un état des lieux de la Méditerranée, est-ce que vous seriez alarmiste? Moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre les petits gestes simples, pour trier, pour faire attention à quand on va à la plage, qu'on apporte notre petite poche pour mettre nos déchets, les mégots dans un petit sachet. Mais
alarmiste. Il faut l'être un petit peu pour faire prendre conscience aux gens qu'on a trop repoussé à demain, plus tard, on verra, on a le temps. Maintenant, on est dans les starting blocks, c'est maintenant qu'il faut... Il est encore temps pour vous. Oui, il est encore temps, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Vous êtes d'accord ? Moi, je trouve qu'il y a un décalage en fait entre la situation en Corse et les mentalités en Corse par rapport aux soucis de l'environnement. On dit que les Corses sont très attachés à leur terre, etc. Mais d'un autre côté, pas assez conscients des enjeux plus globaux en fait en Méditerranée. La Méditerranée, peu de gens savent en Corse qu'il y a des requins, qu'il y a des baleines, que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. Les gens ne savent pas ça en fait. Et forcément, quelque part, ils ont raison parce qu'en Corse, on a la chance d'être très préservé en Corse. Ça, c'est une vérité. Vous discutez avec des spécialistes sur la question des pollutions, des déchets, etc. Et voilà. Donc, si on veut éveiller les consciences, le plus simple, c'est d'en parler. Rendez-vous pour des ateliers et des conférences entre le 8 juillet et le 8 août. Ce sera du côté de Porto Vecchio et Bastia, c'est ça ? En fait, et si on veut plus d'infos, Porto Vecchio, sud Bonifacio, et ensuite toute la côte ouest jusqu'à Bastia. Et si vous voulez plus d'infos, page Facebook, Instagram. Tous les réseaux sociaux. Corsicaire, Marie-Vive. Merci beaucoup, Océane. Merci Pierre-Ange. Merci à vous également dans le public. Merci les filles. Allez, on va continuer avec une autre préoccupation environnementale, si on veut. Comment préparer son potager pour l'été, qu'on ait ou pas un jardin ? Réponse avec Alexandra Rispol. Ce sera juste après le flash de 13h. Allez, à tout de suite.